Bonjour à tous, je m'appelle Erin Koné, j'ai été interviewée par Nina Business Shower. On a parlé de mon parcours entrepreneurial, du fait que j'ai commencé à 18 ans et qu'à l'âge de 21 ans, je gère 2 entreprises, Kouman Art Oratoire ainsi que le mouvement de la génération déclassée. J'espère que cette interview vous plaira, qu'elle pourra vous inspirer et surtout qu'elle vous donnera envie de vous lancer parce que si j'ai pu lancer mon activité à 18 ans, c'est que n'importe qui peut le faire également. Bonjour à tous, bienvenue à la business interview de Nina Business Shower. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, une jeune femme de 21 ans qui a plusieurs sociétés. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de son activité et comment elle a pu créer tout ça. Bonjour Erin. Bonjour Nina. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. De rien. Je suis honorée de t'avoir aujourd'hui. Parce que tu es quand même une femme assez ambitieuse. Pas mal de personnes parlent de toi actuellement. Ah bon? Et j'aimerais avoir un peu plus d'informations et que tu puisses partager tes expériences au monde. D'accord. Je m'appelle Erin, j'ai 21 ans, je suis encore étudiante et entrepreneur. D'accord. J'ai plusieurs activités, dont Kouman Art Oratoire, qui est un cabinet de conseil en gestion d'image. Donc, c'est la première entreprise que j'ai créée, où je travaille l'image des personnalités publiques, donc que ce soit les influenceurs, les personnalités politiques et les entrepreneurs. Donc, j'agis sur ces 3 volets-là. Ensuite, j'ai créé un mouvement qui s'appelle la Génération déclassée. Donc, c'est un mouvement de jeunes qui ont pour but de briser le plafond de verre, qui sont vraiment ambitieux, qui veulent se dépasser et donc qui cherchent à améliorer leur mindset, leur état d'esprit pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et puis, je suis l'ex-cofondatrice de Golden Impact, qui est donc une conférence qu'on organise en Côte d'Ivoire, et pas que d'ailleurs, et aussi dans les diasporas, vu qu'on a fait une édition en France, qui a pour but de valoriser l'entrepreneuriat par les jeunes, pour les jeunes. Ok. En Afrique et dans ces diasporas, du coup. D'accord. Donc, actuellement, tu as 2 sociétés. Voilà. D'accord, très bien. Mais avant d'avoir avant de créer tout ça, qui est vraiment Erin? Erin, tu as grandi dans quel contexte? Tu as grandi... raconte-nous. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, je suis née en 20 juin 2001 à Neuilly-sur-Seine. Waouh! Et ouais, donc voilà, si les gens ne connaissent pas, je crois que c'est l'une des villes les plus riches de France. Et en fait, la particularité, c'est que, j'aime bien le dire comme ça, je suis née pauvre dans des quartiers aisés. C'est-à-dire que je suis née à Neuilly, j'ai grandi à Courbevoie, j'étais principalement entourée de personnes qui avaient vraiment les moyens. Mais ce n'était pas du tout mon cas, puisque moi, je vivais dans un studio de 9 mètres carrés avec mes parents et un chien. D'accord. Et parce que mon père est maître chien, mais peut-être que je reviendrai sur ce que mes parents font. Et donc, en fait, il y avait un espèce de choc social, parce qu'à l'école, je voyais certaines choses, je voyais certains comportements, je voyais une certaine manière de faire. Et à la maison, c'était une toute autre chose. Au-delà de ça aussi, j'étais souvent la seule noire ou une des seules noires de l'école, de ma classe, etc. Donc, j'ai grandi dans un environnement où, généralement, j'étais souvent une minorité. Que ce soit minorité sociale, minorité ethnique, vraiment une minorité à tous les niveaux. Waouh, d'accord. Et... du coup, en ayant grandi dans ce genre de contexte, ça t'a pas frustré? T'as pas eu une sorte de frustration? Parce que quand on est jeune et qu'on voit nos amis avec plein de gadgets, des chaussures, etc., t'as pas eu une certaine jalousie qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es arrivé à là? Pas vraiment, parce que dès le départ, ma mère elle me disait toujours « n'envie pas les autres ». Vraiment. Mais même, c'était pour des trucs tout bêtes. Par exemple, il y a une copine, elle va me donner son stylo, puisqu'on faisait des échanges de stylos parfois. Elle me dit « Ah, j'aime bien ton stylo et tout ». Je rentrais à la maison, elle me dit « Tu rentres, demain, tu vas lui rendre son stylo ». Et ma mère, elle avait beaucoup ce côté-là de ne pas vouloir que j'envie les gens et de me contenter de ce que j'avais. Mais aussi, de l'autre côté, mes parents, même les deux, ils faisaient en sorte
que j'ai tout ce que je veux, quitte à se priver. Donc ça prenait peut-être plus de temps que les autres, mais au final, il faisait en sorte que je puisse avoir les mêmes choses pour que je puisse être sur le même pied d'égalité. Et donc, en vrai, je le ressentais pas trop d'un point de vue matériel, mais là où j'ai ressenti la différence, c'était au niveau du logement. Parce qu'on vivait dans un studio, donc forcément ma mère elle voulait pas que j'invite les gens. Alors que quand j'allais chez mes amis, c'était dans des apparts haussmanniens de ouf, hyper grands, etc. Et ma frustration, en fait, a été plus au niveau de la maison, de voir qu'on était dans un logement insalubre, de voir que on pouvait pas faire grand-chose, que c'était pas montrable. Ma mère voulait pas qu'on prenne de photos à l'intérieur de la maison, etc., des trucs comme ça. Et c'est plus ça, en fait, qui me gênait que les histoires de vêtements, jouets, etc., parce qu'à ce niveau-là, j'avais. D'accord, ok. Et à partir de... Vous avez déménagé après? Du coup, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 10 ans. Et c'est à 10 ans que j'ai déménagé. D'accord, très bien. Et là, c'était dans un appartement plus grand? Voilà. Exactement. Et c'est là où tu as commencé à créer tes sociétés? Non, pas du tout, parce qu'après, j'ai redéménagé encore, là où je suis aujourd'hui. Et donc, c'est là que j'ai créé tout ça. D'accord, très bien. Et quel a été, du coup, l'élément déclencheur? Parce que, du coup, tu as grandi, tu es allé à l'école, etc. À quel moment de ta vie tu t'es dit, moi, je vais devenir entrepreneur, une vraie girl boss, avec plusieurs sociétés? À quel moment? En fait, je pense que dans un premier temps, c'est devenu de manière inconsciente parce que lorsque j'étais au collège, j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc en fait, j'avais un compte Vine. Donc j'ai ouvert un compte Vine en 2014. Je faisais des Vines dessus parce que c'était à la mode. Et ensuite, en 2015, je suis allée sur YouTube. Donc j'ai commencé les vidéos YouTube, j'avais 13 ans. D'ailleurs, j'ai commencé en secret. Ma mère voulait pas du tout que je sois sur les réseaux. Et donc, j'ai été sur YouTube de mes 13 ans à mes 18 ans sous le pseudonyme de Whoopi Riri. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont connue dans cette époque-là. Et le concept qui m'avait vachement mis en avant, c'était les vlogs en Côte d'Ivoire. Parce que je suis partie du constat qu'il y avait personne qui faisait des vlogs en Côte d'Ivoire. Mais surtout, en fait, ça venait d'une remarque qu'on m'avait fait en cours. Quand j'étais en 4e, il y avait un élève de ma classe à qui j'avais dit que je partais 2 mois en vacances en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais trop contente. Et il m'a dit « Ah, sérieux? Ah, mais ma pauvre, mais comment tu vas faire 2 mois en Côte d'Ivoire, dormir dans la savane, par terre, etc. » Et en fait, il était hyper sérieux. C'était même pas une blague. C'est que il pensait réellement. Il pensait réellement. Il était réellement convaincu que c'était comme ça que ça se passait. Finalement, c'était lui le pauvre. Pour le coup. Et là, je me suis dit, mais non, c'est un truc de ouf. J'ai dit, tu sais quoi, moi, je vais aller en vacances. J'avais déjà ma chaîne YouTube à l'époque. J'ai dit, je vais aller en vacances, je vais filmer mes vacances et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec ce que tu imagines. Et donc, je suis partie à Abidjan en 2015. J'ai filmé mon été. J'ai fait une série de vlogs et ça a hyper bien marché parce que de toute façon, il y avait qu'une seule personne qui avait fait des vlogs en Côte d'Ivoire et c'était pas ouf. Voilà, c'était un truc qu'elle avait fait à l'arrache. La majorité des vlogs, ils étaient faits en Occident ou dans les pays en tout cas qui sont vachement fréquentés touristiquement parlant. Et donc, c'est ça même qui m'a ouvert à la communauté ivoirienne. D'accord, oui, parce qu'avant ça, tu n'étais jamais partie en Côte d'Ivoire? Si, j'étais déjà partie. Je partais déjà quand j'étais petite, mais j'avais jamais pensé à filmer mes voyages. De toute façon, j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, donc voilà. D'accord. Et donc, je pense qu'en fait, c'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat, parce que quelque part, être youtubeur, c'est un métier et tout ce qui s'ensuit, même si je l'avais pas vu comme tel au départ. Mais après, maintenant, le déclic de vraiment me dire « je veux devenir entrepreneur, je lance une entreprise », ça s'est fait grâce à la chaîne YouTube d'Investir au pays de Philippe Simo, parce que j'ai commencé à regarder ses vidéos quand j'avais 17 ans et j'aimais bien. Et en fait, il disait lancez-vous, me regarder c'est bien, mais vous lancer, c'est mieux. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit ouais, je vais me lancer. Mais dans ma tête, j'étais en première année universitaire et je me suis dit, c'est à la fin de la première année, pendant le temps de l'été, vu qu'à la fac, l'année a fini en avril, que je vais me lancer. Sauf que le Covid est arrivé, il y a eu le confinement, donc il y a du temps qui s'est dégagé. Et je me suis dit, je vais lancer ça maintenant. Waouh, d'accord. Et du coup, quand tu es partie en Côte d'Ivoire, du coup, il y avait la savane? Du coup, non. Du coup, non. Ouais, la première fois que je suis allée en Côte d'Ivoire, c'était en 2007, donc j'avais 6 ans. Ouais. Donc, je suis allée en 2007, 2009, et après, je suis retournée en 2015. Donc, j'ai vu l'évolution, déjà. Clairement, il y a eu le avant-guerre, après-guerre, ça, c'est un fait.
Et non, en fait, ça a toujours été un pays, mais même depuis 2007, la première fois que j'étais partie, où j'avais dit que je vivrais là-bas. Donc, bon, au début, on ne te prend pas forcément au sérieux. On dit, t'es une enfant, t'as aimé tes vacances, donc tu dis que tu veux rester et tout. Mais non, genre, j'étais vraiment convaincue. Mais c'est vrai que les vacances et y vivre, c'est pas pareil. Justement. Donc, du coup, j'ai voulu me tester. Et l'été 2021, je suis partie 3 mois. Le lendemain de mon anniversaire, je me suis offert ça. Je suis partie 3 mois. Et j'avais mon studio, donc c'était pas avec ma famille. J'avais mes charges. Tu t'es offert ça? Ouais. Donc, tu as travaillé? Ouais, c'est ça. Et tu as fait quoi comme métier? C'était les aventures entrepreneuriales, justement, et Comment Oratoire. Okay. Donc, c'est ça qui m'a permis de partir 3 mois et de faire des activités là-bas et tout. D'accord. Donc là, on est période Covid. Là, c'est la période COVID. Tu es dans ta chambre. Voilà, en 2020. Et tu regardes une vidéo de Philippe Simo. Ouais. Et tu te dis, je vais me lancer. Exactement. D'accord. Comment tu t'y es prise? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce que moi j'appelle la stratégie de la carotte râpée. Ta fameuse stratégie. Voilà, ma fameuse stratégie. Parce qu'une carotte, quand tu la râpes, tu peux pas recoller les morceaux pour la faire redevenir carotte. C'est pas possible. Une fois que tu as commencé à la râper, c'est fini. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté une formation de Philippe. Il faut savoir que moi, ma bourse, elle était de 450 €. Donc, j'avais un gros échelon, c'était bien, franchement. Et sa formation, elle coûtait à peu près 300 €, quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, si je l'achète, quand même, ça fait vraiment un trou dans mes finances. Ouais. Mais je me suis dit, si je l'achète, c'est que je dois aller jusqu'au bout. Parce que je peux pas mettre 300 € dans une formation et je vais pas jusqu'au bout, en fait. Oui. Et donc, c'était une formation pour apprendre à gérer son temps et ça te permettait aussi d'apprendre à mieux te structurer. D'accord. Et donc, c'est grâce à cette formation-là que j'ai pu trouver mon idée de business à lancer. Et je me suis dit, bon, j'ai une idée, j'ai un concept, maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Mais Kuma Art Oratoire, tu as pris des cours pour en arriver là? Comment ça s'est... Alors, ce qui s'est passé, c'est que en première année universitaire, je connaissais déjà le monde des concours d'éloquence et tout ce qui s'ensuit, parce que j'avais découvert ça sur YouTube, en fait. Donc, quand j'ai vu que dans ma fac, il y avait une association d'éloquence, tout de suite, j'y suis allée, je me suis dit, je vais m'inscrire. Et donc, dès le départ, je participais aux ateliers débat. Et en fait, le truc, c'est que dès mes premiers cours, les gens commençaient déjà à me dire « Ah, mais t'es vachement forte, ah, t'es à l'aise, etc. » Mais j'avais fait même pas un mois d'atelier, donc je comprenais pas trop en quoi j'étais forte, sachant qu'il y en a qui étaient là depuis l'année passée, les années d'avant, etc. Moi, je venais de rentrer à l'université. Et j'ai continué de me développer. À un moment, ils ont dit qu'il y avait un concours qui était organisé par l'UNICEF, l'antenne UNICEF de notre fac, et qui cherchait une personne pour représenter l'université. Donc, je suis allée, je me suis présentée au concours. Au début, je voulais pas y aller parce que je me disais que j'avais pas d'expérience. Puis après, je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça me fera une expérience. J'y suis allée et j'ai gagné le concours. Wow, et donc, c'est bien. Tu le dis comme ça, mais t'as quand même gagné. Ouais. Et j'ai décidé de représenter... Enfin, mais du coup, j'ai représenté mon université au niveau régional. Et après, j'étais dans les coups de cœur du jury. Et c'est là où je me suis dit, quand même, c'est la première fois que je fais ça et je vais aussi loin et tout. Donc, il y a peut-être un truc. Et c'est quand je me suis demandé dans quoi j'allais entreprendre que j'ai posé mes compétences à plat et que je me suis dit, je pense que je vais aller dans ça. C'était logique. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu as pris la formation de Philippe Simo. Elle t'a permis, du coup, de te structurer. Exactement. Et là, tu lances, tu fais ta petite carotte râpée. Voilà, exactement. Pas de retour en arrière possible. Pas de retour en arrière. Et là, hop, tu lances. Mais alors, explique-moi, comment tu as mis tout ça en place Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'audace. Ok. Donc, je suis allée à l'audace. C'est-à-dire que j'ai officiellement lancé l'entreprise le 3 mai 2020. Ok. Et en fait, comme j'avais déjà une communauté qui venait de ma chaîne YouTube de l'époque, etc., ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, voilà, je vais lancer une entreprise et tout. Mais dans ma tête, ça a commencé par un compte Instagram où j'allais parler de prise de parole. Donc, je ne m'étais pas mis à l'esprit que j'allais commencer à faire des coachings. En fait, je ne savais même pas comment m'y prendre. Donc, j'ai dit, je vais commencer par un compte Instagram et puis après, je verrai ce que j'en fais. Et le jour où je lance ce compte Instagram, ce qui se passe, c'est qu'il y a Maya la mystérieuse sur les réseaux sociaux, qui lance un live spécial entrepreneur où elle propose aux entrepreneurs de venir pitcher leur entreprise pour avoir des clients, se faire connaître, etc.
Donc moi, je vois le live et tout, je me dis alors, je monte ou pas? Et je me dis, tu sais quoi, je vais monter dans le live. C'était le jour de la création du business. Waouh. Je monte dans le live et je parle, mais comme si ça fait 10 ans que j'ai fait ça, quoi. Donc je dis oui, je suis coach en prise de parole. Je savais même pas que j'allais faire du coaching. Enfin, il n'y avait aucun plan. J'ai dit voilà, j'accompagne les personnes qui souhaitent mieux s'exprimer à l'oral et tout ce qui s'ensuit et tout. Et suite à ce live, eh ben, j'ai des clientes. Donc en fait, le premier jour de la création de l'entreprise, j'ai eu des clientes. Et ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc quand j'ai eu les clientes, ben, je lui ai dit d'accord, on va faire une séance découverte. D'accord. Donc je lui ai mis la séance découverte au bout d'une semaine. Donc pendant une semaine, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais lui raconter dans la séance découverte. Quand on a fait la séance découverte, elle m'a dit qu'elle voulait partir sur un accompagnement. Bien évidemment, j'avais pas d'offre. Donc, je lui ai dit, OK, là, je suis un peu short dans une semaine. Donc, je l'ai mise dans une semaine. Et pendant une semaine, je me suis gavée de bouquins. J'ai tout structuré. Et je lui ai fait son accompagnement. Et elle était super contente. Bon, à l'époque, je faisais 15,55 € l'heure et demie. Donc, j'avais aucune notion. Ça a très bien changé. Et j'avais fait, du coup, son accompagnement. Je crois que j'avais fait à, je sais pas, 64 €, un truc comme ça. Et pourtant, c'était un accompagnement de presque 10 heures. Hein. Mais parce que j'avais aucune notion. Enfin, oui, je suis allée un peu comme ça. En vrai, c'était un cobaye. Exactement. Mais tellement tu es sûre de toi. Tu as tellement été sûre de toi que ben, elle l'a même pas ressenti tout ça, au final. Ouais, et surtout, elle connaissait pas mon âge. Et j'avais 18 ans. L'âge, tu penses que ça t'a porté préjudice à un moment donné ou pas? Non, c'est pas ce qui a posé problème. J'ai eu des problèmes dans mon parcours entrepreneurial, mais ils n'étaient pas forcément liés à mon âge. Ouais. D'accord. Waouh, putain, ta première cliente, elle le savait que... Bah, à la fin, je lui ai dit mon âge et elle m'a dit mais non. Elle m'a dit bon, je me doutais que tu étais jeune, mais je pensais pas que tu avais 18 ans et tout. Et elle avait, je crois, peut-être entre 35 et 40 ans à l'époque, hein, si je me souviens bien. Comme quoi, hein. Ouais. Du coup, ça m'a fait, ça m'a fait kiffer et en même temps, j'ai enchaîné et tout. C'est comme ça après que j'ai trouvé l'une de mes plus grosses clientes et puis petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Et tu t'es formée du coup entre-temps pour pouvoir tout structurer? Bah, j'ai fait vraiment en autodidacte pour beaucoup. En tout cas, tout ce qui va concerner la prise de parole, c'était autodidacte. Là où je me suis formée, c'est tout ce qui concernait le volet business. D'accord. C'était vraiment plus à ce niveau-là. J'ai pris des coaching business avec Cookie, que tu as déjà reçu, qui m'a coach business. Je fais des formations sur comment lancer une formation en ligne, des choses comme ça. Mais sur le volet prise de parole, ça, je l'ai fait toute seule. Ok, donc tu es une pirate. Exactement. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la première société. Ok. Alors, concernant ta deuxième société. Oui. Alors, comment tu t'y es prise? Parce que tu n'étais pas débordée. Comment tu as pensé à dire « Ah, je vais faire une deuxième société ». Tu t'ennuyais dans le Kuma art oratoire ou comment ça s'est passé? Dis-moi. En fait, j'avais participé à une formation en productivité et performance. Et il y avait une phrase que le formateur avait dit, qu'il avait rapportée d'Elon Musk. Et en gros, Elon Musk disait qu'il regarde ses objectifs sur 10 ans et il se demande comment il peut les faire en 6 mois. C'était une phrase un peu comme ça. Et moi, ça m'a fait ding dans ma tête. Et ça faisait longtemps que je voulais mettre en valeur mon personal branding. Ça faisait un moment que je voulais pas être influenceuse, mais en tout cas plus valoriser cet aspect-là où je partage des connaissances, le côté business, etc. Et surtout, j'avais de la demande de mentorat. En fait, c'est vraiment la demande qui a fait que j'ai eu cette idée-là. Parce que y avait des personnes qui me disaient « Ouais, est-ce que tu pourrais me mentorer? Est-ce que tu pourrais être ma mentor? » etc. Et en vrai, j'avais déjà une mentorée à cette époque-là, mais je le faisais gratuitement. Enfin, je sais pas, j'avais voulu mentorer une personne et je lui avais proposé. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et donc, après, quand j'ai entendu cette phrase, avant, je me disais, tu sais, je vais faire ça dans 3 ans, un truc comme ça, quand on commencera à stabiliser. Je me suis dit, bah. En général, on voit loin, mais jamais. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais attendre 3 ans alors qu'il y a de la demande là, à l'instant T, et qu'en vrai, je peux le faire et que ça me prend pas 10 milliards de temps. Et quand j'ai eu cette prise de conscience-là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, 1er janvier 2022, on lance. Et c'est comme ça que c'est parti. Carotte râpée. Exactement. Exactement. Waouh, c'est dingue parce que c'est vrai que sa phrase, moi, là, elle a résonné aussi dans ma tête. Pour le coup, tu vois, moi, je vois dans 10 ans, mais en réalité,
Oui. Ben, en 6 mois, c'est vrai qu'on peut tout, si on est bien structuré, etc., c'est vrai qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Et du coup, cette société-là est née. Voilà, et donc derrière, elle est venue avec le mouvement Génération Déclassée. D'accord. Et donc le podcast que j'ai créé qui s'appelle Génération Déclassée, où je sors un épisode justement par semaine tous les lundis matins et tout ce qui en suit. Et donc j'ai décidé d'en faire un vrai concept, parce que j'ai vu l'engouement, j'ai vu que ça marche. Donc en ce moment, je suis en train de travailler à la structuration de tout ça pour en faire un mouvement à part entière et proposer des vrais trucs en fait. Pas juste des événements ponctuels à droite à gauche, mais vraiment faire... D'accord. Et les personnes qui sont dans la génération déclassée, en tout cas ceux qui te suivent en général, est-ce qu'ils ont le même parcours que toi? C'est-à-dire être en minorité, avoir des difficultés financières, être dans une maison insalubre, ce genre de choses. Est-ce qu'ils te ressemblent au final ces personnes-là? Généralement, ouais. C'est vrai que... Ils se reconnaissent en toi, au final. Ouais. Mais par contre, le constat que j'ai fait, c'est que c'est pas nécessairement des gens de mon âge. Dans le sens où, avant, avec Whoopi Riri, donc ma chaîne YouTube de l'époque, j'avais une audience qui avait mon âge. Mais j'ai vu que depuis que j'ai commencé à entreprendre, que j'ai mis en place tous ces concepts-là et tout, mon audience, elle a évolué. Avant, c'était du 18-25 ans, et maintenant, on est plutôt sur du 25-35 ans. D'accord. Tu vois? Donc, c'est plus l'âge qui a changé, des personnes qui me suivent, mais dans le fond, ça reste des gens qui ont vécu dans des situations assez difficiles, qui n'ont pas forcément été favorisés dès le départ et qui cherchent à avancer, à évoluer dans leur vie personnelle et professionnelle. Ça, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es mature? Parce que visiblement, les personnes de ton âge ne pensent pas à créer une société à 18 ans. Enfin, généralement, il y en a, mais généralement... En tout cas, dans la culture française, à 18 ans, on va à l'école, quoi. Oui. Tu vois? Est-ce que, au final, t'es pas un peu mature? Si, ça c'est sûr. Enfin, je dis souvent que j'ai 35 ans d'âge mental. Oui. Parce qu'au final, en vrai, la plupart de... Bon, c'est vrai que j'ai des amis entrepreneurs de mon âge, mais la plupart des gens que je fréquentais autour de moi, ils ont la trentaine. Oui. Mais moi, j'arrive pas à les appeler des amis. En vrai, je sais que c'est mes amis, tu vois. Mais comme ils ont la trentaine, j'ai tendance à dire que c'est mes grands frères et mes grandes sœurs, etc. Donc, ceux qui ont 30 ans sont vieux? Non, c'est pas qu'ils sont vieux, mais ils sont plus âgés que moi et c'est bizarre de dire que c'est mes amis. Donc, tu les appelles comment? Bah, mes grands frères, mes grandes sœurs. Ou mes mentors, ils sont dans le business. Mais je sais que, enfin, même je le vois à la fac, je suis complètement en décalage avec, avec ceux de ton âge. Avec les gens de mon âge. Et pourtant, je suis en master entrepreneuriat, mais je suis la seule qui entreprend réellement. Et dans mon master, même, il y a pas mal de gens qui cherchent pas nécessairement à entreprendre. Donc, tu vois, c'est pas forcément des gens qui sont dans la même dynamique non plus. C'est pour ça aussi que tu sors du lot. Parce que peut-être. Oui, forcément, puisque à ton âge, vraiment, on pense à aller à l'école, à s'acheter les dernières paires de chaussures, à passer son temps sur les réseaux sociaux. Rares sont ceux qui sont comme toi et qui veulent réussir. À 40 ans, peut-être tu seras à la retraite. C'est tout ce que je te souhaite. Ma retraite est placée à 30 ans. Ok, bon comme ça, il te reste encore 9 ans. Donc franchement, j'ai envie de te dire, t'as le temps, Si tu fais tes choses, si tu vois ce que tu dois faire en 10 ans, en 6 mois, comme Elon Musk, je pense que oui, effectivement, ça devrait le faire. Mais bon, en vrai, je dis ça, mais même si factuellement, je peux être à la retraite à 30 ans, je sais que je continuerai de travailler parce que j'aime trop ça. Mais au moins, je me dirais, j'ai généré assez pour vivre toute ma vie sans rien faire. Ou même fonder ta petite famille à 30 ans et t'occuper uniquement de ta famille pendant que l'argent rentre. Exactement. Franchement, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment. On va dire c'est à la mode d'appartenir à la communauté, à une certaine communauté. Et toi, tu fais partie de la communauté africaine. Est-ce que tu ressens le soutien? Est-ce que tu sens qu'on te soutient? Tu sens qu'il y a quand même des gens qui te soutiennent, tout simplement? Ouais, carrément. Moi, je sais qu'il y a beaucoup ce truc dans la communauté noire, on ne soutient pas. Moi, personnellement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à la communauté noire. mais ça veut rien dire parce qu'il y a plein de gens qui te diront que moi, la communauté m'a pas aidée, m'a pas soutenue, etc. Oui, c'est vrai que j'entends souvent ça. Je te dis la vérité, j'entends souvent que... Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite? Est-ce que finalement, mais toi, ça n'a pas été ton cas. Ouais, moi j'étais grave soutenue, franchement, dès le départ et même jusqu'à aujourd'hui. Mais après, de toutes les manières, je suis pas quelqu'un qui cherche le soutien en fait. Je cherche pas de soutien, je cherche pas d'approbation, je cherche à m'éclater. C'est-à-dire que moi, je fais ce qui me plaît
Et je cherche pas à être comprise de mon entourage, de la communauté, des gens qui m'entourent. Enfin, je m'en fiche que les gens ils comprennent ou pas. Ça, effectivement, ouais. Parce que factuellement, les gens ne peuvent pas comprendre. Ils sont pas dans ma tête, ils ont pas ma vision. Oui. Donc dès le départ, c'est sûr que je vais passer pour un ovni. Même, par exemple, là, je viens de prendre mes bureaux. On va y arriver. Ah, bon, donc je reviens après. Ok. Mais bon, non, dis-moi. Donc là, tu viens de prendre tes bureaux et... Ouais, et naturellement, ma mère me demande, mais pourquoi tu prends un bureau? Tu peux continuer de travailler à la maison. Enfin, t'es pas obligé de le faire. Effectivement. Mais moi, je sais pourquoi je le fais. Je le sais parce que par rapport à la clientèle que je vise, il faut ce standing-là. Je sais que je le fais parce que j'ai besoin de sortir de la maison et tout. Oui. Mais il y en a qui auraient pu se dire, purée, mais mes parents, ils me soutiennent pas et tout. Moi, je le vois pas comme ça. Je me dis juste qu'elle a pas ma vision. Elle sait pas où je vais. J'ai beau lui expliquer, tant qu'elle voit pas de ses propres yeux, elle pourra pas comprendre. Ouais, donc c'est ok. Ouais. Elle voit les choses avec son prisme, je vois les choses avec le mien, et je fais les choses en fonction de mon prisme à moi. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu soulèves parce que souvent quand je parle avec les entrepreneurs, ils disent oui, mais c'est vrai, je suis pas soutenue. Ma famille, bah, du coup, elle est pas derrière moi et ça me démotive souvent. Moi, je sais que ça m'est arrivé et avec du recul, bah, tu as un autre état d'esprit et vraiment, il est top. Et je pense aussi c'est ça qui fait que bah, tu es arrivé là où tu es, puisque tu ne regardes pas les gens. Tu fais uniquement ce que tu aimes. Et forcément, quand on fait ce qu'on aime, du coup, on le fait bien. Et forcément, voilà, ça engendre la perfection. Mais c'est intéressant, vraiment. Mais surtout, tu vois, je me dis... Moi, j'ai une phrase, je me dis, mais qui es-tu pour qu'on croie en toi? Dans le sens où, en vrai, déjà, les gens, ils n'arrivent même pas à croire en eux-mêmes. Donc, c'est tout un travail qu'ils se font. Exactement. Donc, pourquoi ils devraient croire en moi? Moi, je suis la personne la mieux placée pour croire en moi. Si moi, je crois en moi, je crois en tout, en fait. Vous avez entendu? Et c'est ça le plus important. Erin, donc là, tu as 2 sociétés. Tu m'as dit que tu étais ex-fondatrice de Golden Impact. Ok. Pourquoi ex? Alors que tout allait très bien, tu as voyagé en Afrique, tu as fait un événement qui était magnifique dans un magnifique endroit. D'ailleurs, je te félicite. Merci. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? The question. Bah, tu vois, étonnamment, tout le monde pense qu'il s'est passé quelque chose, mais il ne s'est rien passé. C'est surtout ça, c'est que en réalité, je voyais que j'étais overbookée et je me suis dit, on peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Parce que quand j'étais sur Golden Impact, j'étais à 100% dessus. Ça veut dire que Kumar Orator, c'était à l'arrêt. Ça veut dire que tout ce qui concernait la génération déclassée, c'était en stand-by. D'accord. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je me suis posée, je me suis dit, c'est vrai que je kiffe ça, c'est vrai que j'aime bien, mais en vrai, je peux pas tout faire. Donc, il faut faire un choix. Et je me suis demandé quels sont les projets les plus alignés avec ma mission de vie. Et je savais que c'était celui qui s'en éloignait le plus. Non pas que je ne veuille pas contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, etc. Mais je savais que là, en fait, il fallait faire un choix. Et même, je ne pouvais pas être pleinement à 100% impliquée dans l'entreprise. Donc, je me suis dit, c'est soit je m'associe, je suis à 100% dedans, soit je ne m'associe pas. Donc, j'ai préféré me retirer du projet. Mais en vrai, tu vas y revenir. Implicitement, on va dire indirectement, je suis un peu dedans parce que je continue de donner mon avis sur les choses comme ça, mais je suis plus investie à l'échelle d'associés et je me concentre plus sur mes projets. Ok, d'accord. Mais après, j'ai pas vu ça comme une difficulté. Hein. Oui, mais oui, forcément. Donc, tu as eu 2 sociétés. Là, tout est lisse. Là, c'est bien. Tu as pris... voilà, mais tu as forcément eu des difficultés, Erin. Ouais. Tu as eu des obstacles. Oui. Tu as eu des déceptions. Oui. On veut tout savoir. Bon, bien que généralement, moi, dès que je vois quelque chose qui ne va pas, j'ai tendance à me dire c'est une erreur, c'est un échec, on apprend. Donc, au départ, quand je savais que tu allais me poser cette question, je me demandais qu'est-ce que je peux raconter. Mais en vrai, je pense que ma plus grande difficulté est la seule fois dans mon parcours entrepreneurial où j'ai voulu tout arrêter, c'est au lancement de Kumar Oratoire. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, j'étais dans une association d'éloquence au sein de mon université. Et ça faisait que 2 mois que j'avais commencé à être dans le move. Non, pas 2 mois. Non, en réalité, ça faisait plusieurs mois que j'avais commencé à être dedans quand j'ai lancé Kumar. Ça devait faire 6, 7, 8 mois, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Une moitié d'année. Et quand j'ai lancé Kumar Oratoire, ça n'a pas plu
aux membres de cette association, en fait. Alors oui, tu peux regarder comme ça parce que je me dis mais en quoi ça devait leur plaire, etc. Mais 2 jours après que j'ai lancé l'entreprise, j'ai reçu un message d'un des membres qui me disait oui, j'ai vu que tu as lancé un truc, etc. Est-ce que tu te sens légitime de le faire? Enfin, t'as pas fait de formation particulière et tout. Et je lui avais répondu ouais, mais en fait, ouais, je me sens légitime puisque vous êtes les premiers à me dire que je suis douée. Oui. Donc oui, je m'auto-forme, etc. Et donc, il m'avait dit, OK, pas de souci. Mais en fait, c'était la première fois qu'on remettait en cause ma légitimité. En fait, il faut savoir que moi, quand je me lance dans un projet, je me demande pas si je suis légitime ou pas. Ah oui, oui, tu t'es montée dans le live et tu as dit que tu étais. Oui, et je me pose pas cette question-là. Ouais. Et là, c'était quelqu'un d'extérieur qui essayait de me faire douter. Et je me suis sentie comme un imposteur pendant 30 secondes en me disant, mais... Alors que c'était une question que je ne m'étais jamais posée. Moi, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Je me demande pas, je suis légitime, je suis pas légitime, ils vont me croire. Moi, c'est pas mon problème. J'ai envie de le faire, je le fais. Et là, du coup, en fait, je sais pas, il m'a renvoyé un peu ces frustrations et tout, ces peurs. Et du coup, je les ai reçus en plein fouet. J'ai commencé à paniquer en me disant, mais ouais, mais je suis une imposteur et tout. Et après, mes amis, ils m'ont dit, non, mais calme-toi, c'est bon, tu vas reprendre ton truc. Et en fait, après, il y a un autre membre de l'association. Bon, je vais pas dire son poste parce que je sais qu'ils vont voir la vidéo, c'est pas grave. D'accord. Qui m'a envoyé un très long message pour m'expliquer par A plus B que c'était pas normal ce que je faisais, pourquoi je monétisais une compétence pareille, parce qu'il considérait que la prise de parole devait être quelque chose qui restait gratuit, pourquoi j'avais choisi de faire ces modules-là, confiance en soi, gestion du stress, etc., que ça nécessitait une expertise et des formations. Il me disait que lui, pour donner des formations, les participants ne payent pas, mais que lui, il est payé par une entité, donc par l'association, et que voilà, en gros, j'ai pas tout le bagage. Comment je peux me permettre de faire ça? Il me dit, en fait, il voulait que je me justifie. Mais oui, j'ai vu ça, je dis, mais mon coco, moi je me justifie pas, je fais ce que je veux. Qui es-tu? Et donc, je lui ai envoyé un très long texte. Je me rappelle, hein, je me suis posée parce que j'ai reçu le message à 2h du matin. Donc, de 3 oui, donc il était quand même assez inspiré. Oui. De 3h à 5h du matin, j'ai tapé le meilleur message de ma vie. Et en fait, j'ai clairement fait comprendre que reste où tu es. Voilà, en gros, c'était le mood du message. Et puis, il a vu, il n'a pas répondu. De toute façon, c'était un message fermé. Il n'y avait pas de réponse à donner à ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il te voit? Eh bien sûr qu'il me voit, ça, j'en suis sûre. Et parce que j'ai eu des échos, on me dit qu'il parle de moi. Il a déjà fait des stories visées à l'encontre de mon entreprise pour critiquer mes tarifs, etc. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il devient. Je regarde pas nécessairement. Et de toutes les manières, en fait, ça m'importe pas vraiment. Parce que moi, j'avance. J'ai pris mon bureau. Mais la preuve, donc, bon, au final, 2 ans et demi plus tard, je montre bien que j'avais raison. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à douter parce que, en fait, j'avais l'impression que ça acharnait sur moi. Je voulais juste faire un truc que je kiffais et je comprenais pas pourquoi je devais me justifier vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas un membre de ma famille, qui n'est pas. D'ailleurs, même auprès des membres de ma famille, je ne me justifie pas sur ce que je fais. Donc, encore moins à quelqu'un qui est dans une association. Enfin, voilà, du coup, tu as été déçue quand même. Oui, parce que du coup, je suis plus jamais retournée à l'association alors que j'ai adoré aller là-bas. Parce qu'en fait, après, je me suis dit que ce serait de l'hypocrisie que de retourner là-bas alors que je sais qu'ils ont eu des discussions sur mon sujet. C'est ça. Et puis, j'ai avancé. Bon, après, je suis restée très amie avec d'autres membres de l'asso, avec qui on continue de s'éclater et tout. Mais c'est vrai que ça m'avait mis un coup au moral parce que je m'attendais à ce qu'ils soient contents parce que je faisais un truc dans le domaine. Clairement. Faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit content. Voilà. Quand on lance quelque chose, quand on lance un projet. Et parlons réseau. Ouais. Si t'as pas de réseau, t'as Wellou. C'est ta phrase, je reprends. Ouais. Dis-moi tout. Alors, donc toi, tu as un bon petit réseau, c'est ça? Ouais. Comment t'as su créer ce réseau? Alors, en vrai, c'est ma personnalité. D'accord. J'aimerais dire que je l'ai cherché, mais pas vraiment. C'est mes actions qui m'ont ramené du réseau. Moi, déjà, à la base, je suis quelqu'un, j'avais pas de réseau. J'ai beaucoup souffert dans toutes les histoires de recherche, de stages et tout. En plus, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans les quartiers aisés. Donc, moi, tous mes amis, ils allaient faire les stages chez les parents, tout ça, dans des grosses boîtes, des grandes entreprises, c'était trop bien et tout. Moi, mon stage de 3e, j'ai cherché au final, je devais le faire à la cantine du collège. Waouh. Parce que, mon collège m'ont dit, vu que t'as pas de stage, tu vas faire avec les cantinières.
Bah, en fait, j'ai pas de problème à faire la cantinière, mais le problème, c'était que, bon, donner le pain à mes camarades de classe, c'était un peu... Voilà, c'était sûr, je disais, je veux bien le faire dans un autre collège, tu vois, et tout. Mais oui. Et en fait, par le coup du hasard, comme j'étais, en fait, pendant nombre de mes années collège et lycée, j'étais déléguée. Et D'accord. j'étais membre du conseil d'administration et membre du conseil de discipline. Non, mais c'est incroyable ça. En fait, depuis que t'es petite, c'était déléguée, patati. Toujours. Mais pour la petite anecdote, déléguée, j'ai vraiment souffert pour devenir déléguée parce que je me suis présentée toutes les années de ma scolarité jusqu'à où on peut plus se présenter. Et je n'ai été élue que la première fois qu'en 4e. Et à chaque fois que je perdais, et j'avais qu'une voix, c'était la mienne. Et ma mère, elle me disait toujours, c'est pas grave, l'année prochaine, ce sera la bonne, reviens et tout. À chaque fois, j'étais dégoûtée, je disais, mais je comprends pas et tout, personne va être pour moi. Mais en 4e, ça a marché. Non. Et donc, en 3e, je n'ai pas de stage. D'accord. Et il y a en fait, il y avait l'adjoint au maire de ma ville qui était au conseil d'administration. D'accord. Et il me dit, alors, Erin, le stage et tout. Et je lui dis, bah, j'en ai pas, je vais aller à la cantine. Et il était horrifié. Et il m'a dit, bah, tu vas faire ton stage chez moi, en fait. Et il m'a dit, t'as ta convention, cool, là? J'ai dit, non, je l'ai pas. Il m'a dit, bah, demain, tu passes au bureau, je te la signe. Et c'est comme ça que j'ai fait mon stage avec lui. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'avoir du réseau. Ah, mais totalement. Le piston, comme on dit, ça joue énormément. Et donc, ce qui m'a rapporté du réseau, dans un premier temps, c'est ma chaîne YouTube. Parce que ça m'a donné une petite visibilité. D'accord. Ensuite, j'ai commencé à faire des chroniques pour un média qui, à l'époque, s'appelait Respectons la Côte d'Ivoire. Et donc là, je me suis fait connaître dans le milieu des jeunes entrepreneurs, voilà, les jeunes qui bougent et tout à Abidjan. Donc c'est comme ça que je me suis élargie ce réseau-là. Après, mes actions et mon âge a fait que j'ai attiré la curiosité. Donc d'autres entrepreneurs ont commencé à me remarquer. Et petit à petit, c'est comme ça que mon réseau s'est créé. D'accord. Enfin, là, la dernière étape qui m'a ouvert un autre réseau, c'est un stage que j'ai fait dans une start-up qui est une agence de conférenciers où il y a de grandes personnalités dans ce pool de personnalités-là. Et du coup, grâce à ce stage aussi, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, des personnalités politiques, des chefs d'entreprise, que ce soit du CAC 40, etc. Et tout. Et donc, ça m'a encore ouvert un autre réseau qui, cette fois, était en dehors de la communauté afro. D'accord, ok. Voilà. Tu as différents réseaux. Voilà, c'est à différents moments de ma vie, j'ai rencontré différentes personnes et tout ça, ça constitue le réseau après. D'accord, ok. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui galèrent à se créer un réseau. On dit toujours, oui, voilà, il faut sortir de sa zone de confort, etc., aller à des événements. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Ouais. Il y en a beaucoup qui dépensent beaucoup d'argent. Alors, t'en as qui dépensent beaucoup d'argent pour assister à des événements, qui retournent bredouille, sans contact, sans rien. T'as un conseil à leur donner? Ouais, ce serait de vraiment aller parler aux gens. J'ai fait aussi les événements j'en perds mon langage. J'ai fait aussi les événements de networking. Je suis allée pas mal dans les events aussi, donc ça aussi, ça m'a aidé. Et vraiment, j'allais parler aux gens parce que je me dis, je vais pas payer ma place pour regarder les gens, je vais pas payer pour être figurant. Donc, j'arrive et je vais parler tout de suite, etc. Bonjour, comment vous appelez, qu'est-ce que vous faites, etc. Tac, tac, tac. En fait, je pense que faut voir au-dessus de soi. Généralement, on est trop nombriliste. On se regarde soi, oh mon Dieu, j'ai peur, etc. C'est pas important. Là, t'es là pour networker, donc tu te lèves, tu vas networker. Parce que si c'était ton patron en entreprise qui t'avait dit va parler aux gens, tu serais allé, t'aurais parlé. Donc pourquoi quand c'est pour toi, tu commences à te mettre tout un tas d'excuses? Ça n'a pas de sens. Donc moi, je dirais que vraiment, il faut oser parce que t'es là pour ça et les autres sont là pour ça. Donc justement, tout le monde attend que quelqu'un vienne lui parler, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on est timide, etc. Et qu'on veut évoluer sans réseau, sachant que c'est l'homme qui fait l'homme. Exactement. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ça se voit, t'es audacieuse, t'es ambitieuse. Donc franchement, toi, c'était... j'ai l'impression que ton parcours était déjà un petit peu tracé quand même. Malgré toutes les difficultés que tu as pu avoir dans l'environnement dans lequel tu as grandi, etc. Bon, en même temps, tu n'as pas souffert non plus. Voilà. Mais j'ai l'impression que tout était ouvert à toi. Finalement, tu n'as pas eu autant de difficultés, mis à part notre petit copain, le syndrome de l'imposteur, là, qui est venu se mêler à ça. Mais finalement, tu n'as pas eu de difficultés, en vrai. Ouais. Ni même de déception, mis à part la personne de l'association. En qui fait, t'a contacté. Je pense que c'est surtout parce que je suis dans ma mission de vie.
Parce que si tu me demandes d'exceller dans d'autres domaines d'activité, je sais pas, dans les sciences, dans les maths, tu verras que je vais pas aller quelque part parce que c'est pas fait pour moi. Et je pense que c'est parce que j'ai écouté et suivi ma voix que ça fait que toutes les portes se sont ouvertes à moi, parce que je pars du principe que quand c'est pour toi, c'est pour toi. Exactement. Et je suis arrivée dans le couloir qui était pour moi, et donc c'est pour ça que tout ça s'ouvre file et que tout s'ouvre à moi. C'est dur aussi de trouver sa zone de génie. Mais c'est parce que les gens, ils s'écoutent pas, sinon leur zone de génie, elle est sous leurs yeux, en vrai. Moi, comment j'ai peaufiner ma zone de génie, c'est que déjà, j'ai toujours aimé parler. Donc, j'ai toujours aimé être en avant, sous le feu des projecteurs, etc. Mon rêve, quand j'étais enfant, c'était de passer à la télé. Donc, autant te dire que, bon, à ce niveau-là, je savais que je ferais quelque chose de public. La chaîne YouTube, ça a montré ce côté-là où j'avais envie de me mettre en avant. Mais derrière, le côté où j'arrivais à captiver les gens, ça m'a montré les facultés en prise de parole. Le fait de rentrer dans l'association d'éloquence, ça m'a permis, cette fois, de voir que j'avais un talent pour l'éloquence. Et puis après, découvrir l'entrepreneuriat et voir que c'est un truc qui me plaît, ça m'a fait me dire, ah ouais, en fait, je suis mieux à mon compte. Et aujourd'hui, ce que je comprends de ma mission de vie, c'est de permettre aux gens de briser leur chaîne mentale. Parce que s'il y a bien un truc qu'on me demande tout le temps, c'est, mais comment tu fais? Comment tu fais pour pas avoir peur, pour avoir confiance en toi et tout? Et en fait, je me rends compte que c'est mon mindset, c'est mon mode de pensée. Attention, tu as été formée par Cookie Tavares. Ouais, mais avant d'avoir Cookie, mais en vrai, Cookie, elle m'aide surtout sur la partie business. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir Cookie, j'avais déjà l'état d'esprit de... Oui, c'est vrai aussi. Je veux, je fais. Et je défonce tout sur mon passage parce que ça me fait kiffer et voilà, quoi. En fait, j'aime pas avoir de regrets. J'ai horreur des regrets et du coup, je me sens pas bien, en fait, si j'ai pas fait un truc que j'avais envie de faire. Ok. Alors, Erin, quels sont tes projets à l'avenir? Alors là, le premier gros projet que je veux faire concernant Comment oratoire, c'est que comme j'ai changé de business model récemment pour devenir parce qu'avant j'étais dans la prise de parole, là maintenant c'est cabinet de conseil en gestion d'image publique, j'ai envie d'officialiser ça en organisant une soirée de lancement. Donc là c'est mon prochain gros projet. Wow, pas mal. Pour relancer l'entreprise officiellement. Et au niveau de la génération déclassée, je veux vraiment structurer, faire le site et puis surtout mettre en place un certain nombre de formations, de masterclass et pourquoi pas même de voyages. Parce que ça, c'est l'idée, j'aimerais bien pouvoir faire ça parce que je pars du constat aussi que les membres de la génération déclassée sont des gens qui ne voyagent pas. Quand on demande, t'as fait quoi pendant les vacances? Je suis allée dans le 91 chez ma tata. Donc, je me dis qu'il y a tout un concept à créer et c'est ça que je suis en train de mettre en place parce que pour le coup, c'est un projet qui est vraiment aligné avec ma mission de vie. Donc, j'essaye de me développer dans ces deux secteurs-là. Voilà. D'accord, ok. Erin, c'est quoi une journée type avec toi? Parce que tu as deux sociétés, tu vas à l'école. Alors, tu as tes deux sociétés. Tu vas à l'école. Comment tu fais? Comment tu t'organises? C'est quoi une journée type? Alors, il y a deux types de journées. Parce qu'il y a journée, je vais en cours et journée, je ne vais pas en cours. Quand je vais en cours, je me lève, je pars en cours, etc. Mais généralement, quand je sens des temps morts dans les cours, j'ouvre mon ordi, mes mails, etc. Je réponds à mes mails, je fais mes trucs, je fais mes visuels. Donc, tu travailles pendant l'école. Exactement. Voilà. Et aussi, quand il y a des heures de trou, des temps morts, etc., je vais à la bibliothèque, je fais ce que j'ai à faire. Donc, je fais les petites missions pendant ces temps-là. Mais après, généralement, les jours où j'ai cours, je travaille pas beaucoup. C'est-à-dire, je fais vraiment les trucs que je peux gérer en 15-20 minutes. Et sinon, les journées où j'ai pas cours, comme actuellement là, ce qui se passe, c'est que je vais au bureau vers midi. Je suis pas du matin, donc franchement, voilà. Je vais au bureau, je m'organise, je regarde ce que j'ai à faire, je regarde ma to-do list, je mets tout en place, etc. Si j'ai des rendez-vous, je les honore. Si je dois recevoir des personnes, je les reçois. Si j'ai une interview comme ça, je viens, etc. Et puis après, en vrai, c'est une journée lambda parce que je suis ça du commence coup à 100%. Très tôt, ça finit très tard. Non, du coup, ça commence tard, vu que je commence à midi, mais après, je finis vers minuit, 23h, minuit et tout. Forcément. Donc, en fait, ça compense. L'avantage d'être entrepreneur aussi. Hein. Exactement, gérer ses horaires. Oui. Après, je suis dans une logique de pas travailler dur, mais travailler efficacement. D'accord. Donc, en vrai, il y a des matins, je me réveille, j'ai pas envie de travailler, je travaille pas, je dors, c'est tout. Et je me dis que c'est OK, parce que dans tous les cas, je fais tout pour me faciliter la vie, que ce soit dans les travaux que j'ai à rendre pour mes clients, je fais tout au plus simple pour moi.
que ce soit au niveau des horaires auxquels je reçois mes clients, je les mets aux horaires qui, moi, me conviennent. En fait, je base toute mon entreprise sur mon rythme biologique, sur mon rythme de vie, sur mon rythme de sommeil, etc. Et du coup, ça fait que je me sens vachement ça se passe bien, cool. Voilà. D'accord, très bien. Bah écoute, Erin, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que tu as aidé certains entrepreneurs, enfin certains jeunes entrepreneurs, à vouloir se lancer, parce que c'est pas impossible au final. Il faut juste avoir confiance en soi et être ambitieux. Voilà. Et ne pas trop écouter ce qui se passe autour. Et généralement, après, ça se passe bien. Surtout aussi, connaître sa zone de génie. Exactement. Pour que tout se passe très bien et qu'on puisse faire un travail efficace au final. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nina pour l'invitation. Je t'en prie.